Avez-vous déjà entendu cette expression « il faut vivre en accord avec la nature » Immédiatement, une image vous vient probablement à l'esprit. Une petite maison isolée en forêt, une séance de yoga matinale sur l'herbe fraîche et une alimentation composée exclusivement de légumes de votre propre potager. Eh bien, oubliez tout ça. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que les anciens stoïciens entendaient réellement par vivre en accord avec la nature. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez les embouteillages, les collègues agaçants et même une averse soudaine d'un tout autre œil. Il ne s'agit pas d'une philosophie pour ermite, mais d'un guide pratique pour maintenir son calme et sa lucidité au cœur même du chaos moderne. Nous parlerons des anciens Grecs et Romains, des gens qui n'étaient pas moins intelligents que nous. Parmi eux, on trouvait l'empereur Marc Aurèle, le philosophe et homme d'État Sénèque et même l'ancien esclave Épictète. Tous cherchaient une réponse à une question fondamentale. Comment bien vivre, quoi qu'il arrive? Et ils l'ont trouvée. Alors, commençons par la plus grande des idées reçues. Quand on entend l'expression « vivre en accord avec la nature », qu'est-ce qui nous vient immédiatement à l'esprit? On pense sûrement au downshifting ou à un retour à la nature. Quitter la ville, construire une petite maison au bord d'un lac, boire de l'eau de source et discuter avec les écureuils. Cela semble bien sûr très romantique. Pourtant, ce lien avec le stoïcisme est aussi pertinent que celui de l'astrologie avec l'astronomie. Les Grecs et les Romains de l'Antiquité, pères de cette philosophie, vivaient dans des villes bruyantes et sales, où la politique, les guerres et les intrigues régnaient en maître. Ils n'étaient pas des hippies, mais des pragmatiques jusqu'à la moelle. C'est pourquoi lorsqu'un stoïcien parlait de la nature, il ne faisait pas référence à des paysages forestiers. Il parlait de la nature avec un grand N, de l'ordre fondamental des choses, des lois qui régissent l'univers tout entier, du mouvement des planètes à la pousse d'un brin d'herbe, et, ce qui est le plus important encore, de notre propre nature humaine. C'est la clé qui ouvre toutes les autres portes de cette philosophie. Si l'on ne saisit pas cette nuance, alors tout le stoïcisme nous paraîtra étrange et déconnecté de la réalité. Alors, oublions la petite cabane dans les bois et voyons ensemble ce qu'est réellement cette nature. Alors, qu'est-ce donc que cette mystérieuse nature avec laquelle nous devons vivre en accord? Pour les stoïciens, elle se décline en deux parties, à l'image d'une poupée russe. La première, la grande poupée, représente la nature de l'univers tout entier. Quant à la seconde, plus petite et nichée à l'intérieur, elle incarne notre propre nature humaine. Abordons d'abord la grande poupée. Les stoïciens observaient le monde et y voyaient non pas le chaos, mais l'ordre. Pour eux, l'univers n'est pas un simple assemblage de coïncidences, mais un organisme unique, vivant et intelligent, un système gigantesque où tout est interconnecté et soumis aux lois universelles de cause à effet. Ils appelaient cette logique et cet ordre universel le logos, tout ce qui se produit, du changement des saisons à la pluie intempestive un jour de pique-nique, fait partie intégrante de ce vaste plan universel. Et maintenant, penchons-nous sur l'intérieur, sur la petite poupée. En quoi consiste donc la nature humaine? Qu'est-ce qui nous distingue des animaux ou des plantes? Notre capacité à penser, notre raison, notre faculté de logique, d'analyse et de choix conscient. C'est notre trait distinctif majeur, notre super-pouvoir inhérent, et voici la clé. Les stoïciens croyaient que notre raison est une minuscule particule, une étincelle de ce grand logos universel. Nous sommes les seuls êtres capables de comprendre cet ordre universel et de le suivre consciemment. Et c'est ici que nous touchons au cœur du sujet. Commençons par l'essentiel. La principale caractéristique de la nature humaine, selon les stoïciens, c'est notre raison. Certes, nous avons des instincts, comme les animaux. Nous ressentons la faim, la peur, le désir. Mais qu'est-ce qui nous rend véritablement humains? Notre capacité à nous arrêter, à réfléchir et à faire un choix conscient. C'est notre programmation fondamentale et unique. Ainsi, quand un stoïcien dit « Vivez en accord avec votre nature », il dit, en substance, « Utilisez votre raison à bon escient ». C'est un appel à faire de la raison la maîtresse de votre esprit. Ne laissez pas les émotions passagères, la colère ou la peur prendre le volant de votre vie.
Elles peuvent être des passagers, mais le conducteur, c'est votre bon sens, votre logique. Imaginez que vos émotions sont un cheval puissant mais capricieux, et votre raison, le cavalier. Vivre en accord avec la nature, ce n'est pas se débarrasser du cheval, mais apprendre à le maîtriser. Tenir fermement les rênes et diriger toute sa puissance là où vous avez consciemment décidé d'aller, plutôt que de vous précipiter tête baissée après chaque ombre effrayante ou chaque carotte alléchante. Votre nature est d'être le cavalier, et non de vous laisser traîner par le cheval. Bon, nous avons bien compris le rôle de notre raison, cette part essentielle de notre nature humaine. Mais après tout, nous faisons partie de quelque chose de bien plus vaste. Et c'est là que les stoïciens franchissent une étape supplémentaire. Ils affirment que l'univers tout entier est lui aussi imprégné de raison. Ils l'appelaient le logos ou le destin. Imaginez le monde non pas comme un amoncellement chaotique d'événements, mais comme un mécanisme d'horlogerie parfaitement huilé. Ou, pour une analogie plus moderne, un gigantesque programme informatique où chaque ligne de code est absolument écrite et structurée. Et dans ce programme, il n'y a aucune erreur. Tout ce qui se produit, de la chute d'une feuille d'arbre à une crise économique mondiale, est une composante nécessaire et logique du processus global. L'univers n'est ni bon ni mauvais. Il est, tout simplement, il fonctionne selon ses propres lois. C'est comme la gravité. Vous pouvez vous énerver contre elle quand vous trébuchez et tombez, mais cela n'a aucun sens. La gravité ne fait qu'accomplir sa fonction. De la même manière, tous les autres événements du monde se produisent simplement conformément à un ordre universel. Et tenter de lutter contre cet ordre, de s'en indigner, c'est comme crier sur la pluie pour qu'elle s'arrête. C'est vain et énergivore. Alors, voyons ce que cela donne. D'une part, notre propre nature est rationnelle. D'autre part, la nature de l'univers est elle aussi raison, une loi universelle, le logos. Et lorsque nous combinons ces deux notions, la formule fondamentale du stoïcisme voit le jour. Vivre en harmonie avec la nature, c'est utiliser sa propre raison pour comprendre et accepter l'ordre rationnel universel du monde. Concrètement, cela se traduit ainsi. Fais ce qui dépend de toi, avec discernement et de la meilleure façon possible. Et accepte ce qui ne dépend pas de toi, comme une partie inéluctable de l'ordre de l'univers. Plus simplement, cessez de gaspiller votre énergie et vos nerfs à lutter contre la réalité. Ce n'est pas un appel à la passivité, mais bien à la sagesse, plutôt que de crier « Pourquoi moi ?» quand les choses ne se passent pas comme prévu, le stoïcien se demande « Bien, c'est un fait, c'est maintenant une partie de la réalité. Que puis-je faire avec cela en faisant appel à ma raison ?» C'est un basculement fondamental de la perspective, d'une résistance futile vers une action constructive, et cela change absolument tout. Vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez un acteur qui joue habilement les cartes que la vie lui a distribuées. Ne pas s'emporter pour des bagatelles, c'est le premier et le plus important pas vers une vie en harmonie avec la nature. Et c'est ici que nous abordons l'outil pratique fondamental des stoïciens, une idée capable de transformer littéralement votre perception de n'importe quel problème en seulement 5 minutes. Elle s'appelle la dichotomie du contrôle. Bien que son nom évoque un concept tiré d'un manuel de physique, il s'agit en réalité d'une idée étonnamment simple et pourtant géniale. Imaginez que vous preniez une grande feuille de papier et que vous la divisiez en 2 colonnes. Dans la première, vous inscrivez absolument tout ce qui relève de votre contrôle total et absolu, et dans la seconde tout le reste, ce sur quoi vous ne pouvez agir que partiellement ou pas du tout. Les stoïciens, en réalisant cet exercice, sont parvenus à une conclusion frappante. La première colonne, celle de notre contrôle total, s'est révélée étonnamment courte, tandis que la seconde semblait infinie. Le secret fondamental de la sérénité, selon eux, réside dans la capacité à discerner clairement cette frontière et à ne jamais, sous aucun prétexte, la confondre. Toute notre anxiété, notre colère, notre frustration et notre stress naissent précisément lorsque nous nous préoccupons des éléments de la seconde colonne, comme s'ils appartenaient à la première. Voyons ce qui se glisse dans ces 2 colonnes. Commençons par la première, la plus essentielle, ce que je contrôle. Qu'est-ce qui relève de notre pouvoir total, absolu?
La liste pourrait vous surprendre par sa brièveté. Premièrement, nos pensées. Nous avons le pouvoir de choisir ce à quoi nous pensons. Deuxièmement, nos jugements et nos opinions, c'est-à-dire la manière dont nous évaluons les événements. Troisièmement, nos aspirations et nos désirs, ce vers quoi nous décidons de tendre. Et quatrièmement, nos actions, ce que nous décidons de faire, ici et maintenant. Et c'est, en substance, tout. Nos opinions, nos motivations, nos désirs et nos actes. Voilà notre îlot de contrôle dans l'océan illimité de l'univers. C'est notre forteresse intérieure, que personne ne peut envahir sans notre permission. Passons maintenant à la deuxième colonne, ce que je ne contrôle pas. Et là, pratiquement tout le reste. Nous ne contrôlons pas la météo, nous ne contrôlons pas l'économie, nous ne contrôlons pas le passé, nous ne contrôlons pas les autres, leurs paroles, leurs actes ou leur opinion à notre sujet. Nous ne contrôlons même pas notre propre corps à 100%. Il peut tomber malade, vieillir. Nous ne contrôlons pas notre réputation, notre statut, ni les résultats de nos actions. Cette liste pourrait se poursuivre à l'infini. Et maintenant que nous avons divisé le monde en ces deux catégories, les stoïciens nous proposent une règle simple mais révolutionnaire. Concentrez 100% de votre attention, de votre énergie et de vos efforts sur la première catégorie, celle qui est sous votre contrôle. Perfectionnez vos pensées, analysez vos jugements, prenez des décisions éclairées et agissez de la meilleure façon possible. C'est votre champ d'action, votre terrain de jeu. Et qu'en est-il de la seconde catégorie, de cette immense liste de choses qui échappent à votre contrôle? Acceptez-les, traitez-les avec ce qu'on appelle l'indifférence stoïcienne. Cela ne signifie pas que vous devez vous en désintéresser ou les ignorer. Cela signifie que votre paix intérieure, votre bonheur, ne doivent pas en dépendre. Considérez-les comme la météo. Il pleut? Bien, vous prendrez un parapluie. Le soleil brille? Parfait, vous mettrez vos lunettes de soleil. Vous ne vous mettez pas en colère contre la pluie et vous ne tombez pas en euphorie face au soleil. Vous acceptez simplement le fait et agissez en conséquence. C'est ainsi que vous devez aborder tout ce qui se trouve hors de votre contrôle. Prenons un exemple concret, un cas que tout le monde connaît parfaitement, les embouteillages. Vous êtes en retard à un rendez-vous important. Les véhicules se traînent à peine. Que se passe-t-il alors chez une personne lambda? Une véritable tempête se lève. Mais pourquoi aujourd'hui, de tous les jours? Cet abruti de vent pourrait quand même avancer. Je vais tout rater. C'est la catastrophe. Le pouls s'accélère, l'adrénaline se déverse dans le sang, le moral est au plus bas. Et maintenant observons la même situation à travers les yeux d'un stoïcien. Il applique la dichotomie du contrôle. Que puis-je contrôler ici? Puis-je forcer les voitures à rouler plus vite? Non. Puis-je dégager la route par la simple force de ma pensée? Non. Le fait même de l'embouteillage est entièrement hors de mon pouvoir. Et que puis-je contrôler? Ma réaction. Je peux klaxonner, m'énerver, pester et ainsi inonder mon organisme d'hormones de stress. Ou bien je peux accepter le fait je suis dans un bouchon. Ensuite je peux faire ce qui est en mon pouvoir, appeler pour prévenir de mon retard. Et le temps restant je peux l'utiliser à bon escient. Écouter un livre audio, un podcast intéressant ou simplement respirer tranquillement. L'embouteillage est le même, mais votre état intérieur, lui, est radicalement différent. Vous ne pouvez pas contrôler le bouchon, mais vous contrôlez à 100% s'il se transformera pour vous en enfer ou en une pause inattendue. Cette idée nous mène à la prochaine découverte majeure des stoïciens. Elle concerne nos émotions. La plupart d'entre nous pensent que ce sont les événements qui nous perturbent. On est viré du travail, c'est la déprime. L'équipe préférée perd, c'est la colère. On se fait surprendre par la pluie et la journée est gâchée. Cela semble logique, un mauvais événement équivaut à une mauvaise émotion. Mais les stoïciens rétorquent « Non, c'est une erreur. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui vous contrarient, mais vos jugements à leur égard. » Entre l'événement et votre réaction émotionnelle, il y a toujours un infime interstice. Et dans cet interstice se niche votre pensée, votre évaluation. Un embouteillage sur la route n'est qu'un fait. C'est une accumulation de véhicules sur une portion de route. En soi, cet événement n'a aucune connotation émotionnelle. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est, tout simplement. Ce qui le rend mauvais ou
terrible, c'est votre jugement. À cause de ce bouchon, je vais être en retard, c'est une catastrophe, ma journée est foutue. C'est précisément cette pensée, et non l'embouteillage en lui-même, qui déclenche dans votre corps une réaction biochimique de colère et de stress. Si vous aviez pensé « Ah, un bouchon, ça me donne 20 minutes de plus pour finir ce chapitre de mon livre audio », votre réaction aurait été tout autre. L'événement est le même, les réactions sont différentes, parce qu'entre les deux des jugements différents se sont interposés. Alors, si notre objectif principal est de vivre avec raison, c'est-à-dire en accord avec notre nature profonde, comment mesure-t-on le succès d'une telle existence? Est-ce le montant d'argent sur notre compte bancaire, le titre inscrit sur une carte de visite, le nombre de j'aime sous une photo? Les stoïciens en riraient de bon cœur. Tout cela, ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Elles peuvent exister ou non. Bâtir son bonheur sur des fondations aussi précaires, c'est comme construire une maison sur le sable. Pour un stoïcien, le seul véritable critère d'une vie réussie, c'est la vertu. Cela peut sembler un peu désuet et austère, n'est-ce pas? Mais voyons cela de plus près. La vertu, pour le stoïcien, ne se résume pas à l'image d'un gentil garçon ou d'une gentille fille, c'est plutôt une maîtrise, l'art de vivre en tant qu'être humain, c'est l'excellence dans l'usage de sa raison en toutes circonstances. Être vertueux, c'est prendre des décisions et agir en s'appuyant sur la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, c'est être la meilleure version de soi-même, un être raisonnable et social ici et maintenant, et cette récompense demeure toujours en vous. Nul ne peut vous la ravir, contrairement à l'argent, à la gloire ou à la santé. Certes, être vertueux, c'est formidable, mais nous vivons dans un monde matériel. Nous avons tous besoin d'argent pour payer nos factures. Nous voulons tous être en bonne santé. Nous aspirons à la réussite professionnelle. Comment concilier tout cela? Les stoïciens nous proposent-ils de renoncer à tout cela et d'aller vivre dans un tonneau comme Diogène? Pas du tout, et c'est là qu'ils introduisent une autre notion très élégante, les indifférents préférables. Cela sonne comme un oxymore, n'est-ce pas? Décryptons cela. Ils sont indifférents parce qu'ils n'ont aucun lien avec votre vertu et, par conséquent, avec votre véritable bonheur. Avoir ou ne pas avoir d'argent ne fait pas de vous, en soi, une bonne ou une mauvaise personne. Ce sont de simples circonstances extérieures, mais ils sont aussi préférable. Cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, toute personne raisonnable préférera être en bonne santé plutôt que malade, riche plutôt que pauvre, et réussir plutôt qu'échouer. Les stoïciens n'appellent pas à l'ascèse ni à l'autoflagellation. Ils disent « oui, aspirez à la santé, à la richesse et au succès. C'est normal et naturel, mais ne confondez jamais, au grand jamais, ces choses avec le prix ultime, votre paix intérieure et votre vertu. » Pour mieux saisir cette idée, les stoïciens se servaient d'une superbe analogie, celle de l'archer. Imaginez un archer professionnel en pleine préparation pour une compétition. Qu'est-ce qui est sous son contrôle absolu? Énormément de choses. Il peut s'entraîner des mois durant, perfectionnant sa technique. Il peut veiller à une alimentation saine et à un sommeil réparateur avant l'épreuve. Il peut sélectionner le meilleur arc et les meilleures flèches. Au moment crucial du tir, il peut adopter la posture idéale, tendre correctement la corde, viser avec précision, anticiper la direction du vent et décocher la flèche en toute fluidité. Tout cela relève de sa pleine responsabilité, sa mission, exécuter un tir parfait. Mais la question se pose, tout cela garantit-il un impact à 100% en plein centre de la cible? Absolument pas. Dès l'instant où la flèche quitte l'arc, tout peut arriver. Une rafale de vent inattendue peut la dévier de sa trajectoire. Un oiseau peut traverser son chemin, la cible elle-même peut chuter subitement. Ces éléments échappent alors totalement au contrôle de l'archer. Alors, quel est son véritable objectif? Se contenter d'atteindre la cible? Non. Son but intrinsèque est de réaliser le tir parfait. S'il a accompli tout ce qui était en son pouvoir, il est déjà un vainqueur, et ce, peu importe l'endroit où la flèche a finalement atterri. Le résultat est certes souhaitable, mais il reste indifférent. En revanche, la maîtrise du geste, elle, est d'une valeur inestimable. Il en va de même dans la vie.
Notre objectif n'est pas de nous garantir le succès, la santé ou la richesse, car c'est impossible. C'est comme vouloir maîtriser le vent qui dévie une flèche. Notre véritable tâche est de faire des tirs parfaits dans chaque situation, c'est-à-dire prendre les décisions les plus sages et les plus vertueuses, en nous basant sur les informations et les opportunités dont nous disposons à l'instant T. Quand vous postulez à un poste, votre tâche est de vous préparer parfaitement, de rédiger un excellent CV et de briller lors de l'entretien. C'est votre tir. Quant à savoir si vous serez embauché ou non, ça, c'est la cible. Cela dépend de centaines de facteurs que vous ne contrôlez pas, de l'humeur du recruteur à la présence d'un oncle au conseil d'administration chez un de vos concurrents. Lorsque vous lancez une entreprise, votre mission est d'élaborer un plan d'affaires solide, d'étudier le marché et de créer un produit de qualité. C'est votre tir. Mais savoir si votre entreprise va décoller, si elle ne sera pas balayée par la prochaine crise, ça, c'est la cible. Votre sérénité ne doit pas dépendre du résultat. Elle doit dépendre de la qualité de vos efforts, de la conscience d'avoir fait tout ce qui était en votre pouvoir. Quant au résultat, il faut l'accepter tel qu'il est et préparer le tir suivant. C'est ici que nous abordons l'une des idées les plus puissantes, mais aussi les plus difficiles à saisir du stoïcisme. Elle porte le nom de amor fati, qui se traduit du latin par l'amour du destin. Ce n'est pas une simple acceptation ni une résignation passive face aux événements. C'est un tout autre niveau. C'est une acceptation active et joyeuse de tout ce que la vie nous offre, aussi bien le bon que le mauvais. Les stoïciens concevaient cela de la manière suivante. Si l'univers est un organisme unique, doué de raison et fonctionnant selon des lois parfaites, alors tout ce qui se produit est nécessaire et fait partie d'un grand dessein. Chaque événement, même ceux qui nous paraissent tragiques ou injustes, joue son rôle dans le grand tableau que notre esprit limité ne peut simplement pas appréhender dans sa totalité. Par conséquent, résister au destin, sans plaindre, c'est comme s'opposer à une formule mathématique. C'est vain. Au lieu de cela, le stoïcien nous invite à dire oui à la vie, à accepter tout ce qu'elle nous offre, non pas simplement comme une fatalité, mais comme un remède prescrit par un sage médecin universel, spécialement pour nous. L'amor fati n'est pas seulement supporter son destin, c'est l'aimer, c'est voir dans chaque obstacle une occasion d'entraîner son esprit, dans chaque perte une leçon, et dans chaque défi une chance de manifester la vertu. Mais il est fondamental de bien comprendre ce concept. Le amor fati n'est ni du fatalisme, ni une invitation à se prélasser sur le canapé en ne faisant rien sous prétexte que tout est déjà écrit. Bien au contraire, c'est un appel à l'action la plus intense et la plus consciente possible, à l'intérieur des limites que nous impose la réalité. Imaginez que vous jouiez aux échecs. Vous ne contrôlez pas les coups de votre adversaire. C'est la fatalité, la réalité, le donné. Il serait absurde de vous énerver et de crier « Pourquoi a-t-il joué ce pion-là? C'est injuste !» Vous acceptez simplement son coup comme un fait établi. Et maintenant, au sein de cette nouvelle réalité, vous activez votre esprit à pleine puissance et jouez votre meilleur coup possible. L'amour du destin, c'est l'amour des règles du jeu. Cela signifie cesser de dépenser de l'énergie à lutter contre ce qui est déjà arrivé ou ce qui se passe. Au lieu de cela, toute votre énergie est dirigée vers une seule et unique question. Que puis-je faire maintenant? Quel est mon meilleur coup dans la situation actuelle? C'est la philosophie, non pas d'un observateur passif, mais d'un joueur habile qui utilise toutes les configurations, même les plus défavorables, pour démontrer sa maîtrise. À première vue, le stoïcisme pourrait sembler une philosophie assez égoïste. Tous ces discours sur la paix intérieure, sur la forteresse de l'esprit, on pourrait imaginer le stoïcien comme un sage détaché, indifférent au monde et à ceux qui l'entourent. Mais c'est une immense erreur. Pourtant, les stoïciens insistaient sans cesse sur le fait que l'être humain est, par nature, un être social. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans l'isolement. Notre raison nous a été donnée non seulement pour l'introspection, mais aussi pour interagir avec nos semblables. Nous sommes comme les abeilles dans une ruche ou les briques d'un mur. Notre nature profonde est d'être partie intégrante d'un tout, de coopérer et de nous entraider. L'empereur Marc Aurèle, figure emblématique du stoïcisme, l'a exprimé dans ses méditations. Ce qui ne profite pas à la ruche ne profite pas non plus à l'abeille.
Cette maxime illustre parfaitement leur vision du monde. Vivre en accord avec sa propre nature, c'est non seulement cultiver sa raison individuelle, mais aussi remplir sa fonction sociale, être un ami loyal, un citoyen intègre, un parent bienveillant. Aider les autres n'est pas une simple option facultative, mais la conséquence directe et logique d'une vie éclairée par la raison, car nous sommes tous des fragments du même logos universel. En aidant autrui, on aide l'organisme dans son ensemble et par extension, on s'aide soi-même. Hanya dalam beberapa tahun, MySpace yang tadinya menjadi raja media sosial berubah menjadi kota digital yang terbengkalai dan ditinggalkan. Démystifions maintenant ce qui est sans doute le mythe le plus tenace sur les stoïciens. Beaucoup imaginent un stoïcien comme une personne insensible, austère, arborant un visage de marbre, tel un robot qui refoulerait toutes ses émotions et ne sourirait jamais. Le mot stoïque lui-même, dans le langage courant, est devenu synonyme d'impassibilité, voire de froideur. Pourtant, cette image est une caricature qui n'a rien à voir avec la réalité. Les stoïciens n'étaient pas des robots. Ils ressentaient toute la gamme des émotions humaines, la joie, la tristesse, l'amour. Ils n'appelaient pas à supprimer les émotions, mais à les analyser. Quelle est la différence? Le refoulement, c'est quand vous ressentez de la colère, mais que vous l'enfouissez au plus profond de vous, en faisant comme si elle n'existait pas. C'est comme essayer de maintenir un ballon gonflable sous l'eau. Tôt ou tard, il jaillira avec une force encore plus grande. Les stoïciens, eux, proposaient une autre voie. Quand une émotion survient, par exemple la colère, il ne s'agit pas de la réprimer, mais de l'examiner à l'aide de la raison. Se demander qu'est-ce qui a provoqué cette colère, quel jugement est à l'origine de cette émotion, ce jugement est-il juste, la cause de ma colère est-elle sous mon contrôle? Cette analyse permet d'éviter que l'émotion ne prenne le dessus sur vous. Vous ne la refoulez pas, vous la décortiquez et la désamorcez. Le stoïcien n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui ne se laisse pas asservir par ses émotions. Maintenant que nous avons assemblé toutes ces pièces du puzzle, voyons comment cette philosophie antique résonne avec notre vie moderne. Après tout, nous ne vivons pas dans la Rome antique. Nous sommes entourés de smartphones, de réseaux sociaux, d'un bruit informationnel constant et d'un culte de la réussite. Le stoïcisme est-il encore pertinent aujourd'hui? Plus que jamais. Il nous est peut-être même plus nécessaire qu'à aucune autre époque. Vivre en accord avec la nature aujourd'hui, c'est appliquer la dichotomie du contrôle au flux incessant d'informations. Séparer ce sur quoi vous pouvez agir, par exemple, aider une personne en particulier ou faire un don, de ce qui ne vous procure qu'une anxiété impuissante. Cela signifie ne pas faire dépendre votre estime de soi des likes et des commentaires sur les réseaux sociaux. Votre valeur réside dans vos actions vertueuses et non dans l'approbation d'inconnus. Ces deux choses appartiennent à des catégories bien distinctes. C'est aussi garder son calme lorsque votre projet professionnel échoue, que vous êtes bloqué à l'aéroport à cause d'un vol annulé, ou que votre enfant a gribouillé les nouveaux papiers peints avec des feutres. Dans toutes ces situations, vous pouvez utiliser votre raison pour séparer les faits des jugements paniques et trouver la meilleure solution constructive, au lieu de sombrer dans la colère ou le désespoir. Le stoïcisme est un système d'exploitation pour le cerveau qui l'empêche de se bloquer face aux surcharges constantes du XXIe siècle, mais voici le point essentiel. Toute cette philosophie se résume à une idée fondamentale et puissante. Quand les stoïciens parlent de « vivre en accord avec la nature », ils veulent dire que votre véritable nature, votre foyer le plus intime, c'est votre propre esprit, non pas le monde extérieur sur lequel vous n'avez aucune prise, mais cette citadelle intérieure de pensées et de décisions. C'est le seul endroit où vous êtes le maître absolu. Réfléchissez-y. Tout ce qui vous bouleverse, vous met en colère ou vous effraie, vient de l'extérieur. Mais votre réaction à tout cela, elle, naît en vous. Et si vous apprenez à maîtriser ce monde intérieur, le monde extérieur perdra presque toute son emprise sur vous. C'est ça la vraie liberté. Non pas la liberté de faire tout ce que vous voulez, mais la liberté face aux émotions destructrices et au chaos extérieur.
En somme, vivre en accord avec la nature, selon les stoïciens, c'est utiliser sa raison pour distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. C'est se concentrer sur nos actions et nos jugements, plutôt que sur les résultats. Et c'est accepter la réalité telle qu'elle est, en cultivant une sérénité et une dignité intérieure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si le sujet vous a intéressé et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains décryptages de concepts complexes expliqués simplement. Et maintenant, une question pour vous. Quelle idée stoïcienne vous a semblé la plus utile ou peut-être la plus difficile à appliquer dans votre quotidien ? Partagez votre avis en commentaire, je suis très curieux de vous lire.